Eh bien, nous sommes ici à Châtel-Guyon, une des villes thermales où nous avons les sources les plus minéralisées d'Europe, puisque nous avons des sources ici qui coulent entre 7000 et 8000 mg par litre, même un petit peu plus pour certaines. Et donc, elles font partie des sources les plus minéralisées d'Europe. Et c'est ce lieu que j'ai choisi, ici même d'ailleurs, dans une des sources qui sort dans le parc de Châtel-Guyon, qui est fortement ferrique, puisqu'on peut en percevoir d'ailleurs la couleur rouge, et qui sort à une température qui doit être approximativement entre 35 et 37 degrés. Eh bien, j'ai choisi ce lieu pour vous parler de la relation entre les minéraux et l'eau, puisque effectivement, ici, en l'occurrence, la quantité et l'importance des minéraux contenus dans l'eau est relativement importante, puisque principalement d'ailleurs les cures qui sont faites à Châtel-Guyon, il y a des cures donc à travers des bains et des aspersions, mais il y a aussi, et c'est une des particularités de Châtel-Guyon, des cures de boissons. Et donc les personnes viennent boire à Châtel-Guyon plusieurs fois dans la journée, une fois le matin, une fois à midi et une fois à 17 h, viennent boire l'eau des différentes sources thermales. Il y a 4 sources avec des minéralités particulières. Et donc on vient doser dans un verre à une certaine quantité l'eau qui va être bue pendant cette cure qui dure 3 semaines. Donc on voit ici qu'il y a une importance vraiment particulière d'utiliser les minéraux contenus dans l'eau, puisque principalement à Châtel-Guyon on vient pour les problèmes digestifs, et donc la boisson de l'eau et donc des minéraux qu'elle contient a vraiment une importance capitale, on ne peut pas l'exclure. Alors ça, c'est donc une interrogation qui se pose, puisque à l'inverse de cette information-là, on peut avoir d'autres informations qui nous disent il vaut mieux consommer des eaux les plus faiblement minéralisées possibles. Et donc là, on va chercher des eaux qui sont plus aux alentours de, on va dire, inférieures à 100 mg par litre. Je vous ai dit tout à l'heure, les sources de Châtel-Guyon, il y a certaines sources qui sont à plus de 8000 mg par litre. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence importante entre moins de 100 mg par litre et plus de 8000 mg par litre. Il y a vraiment une différence très importante dans la teneur, la quantité en minéraux contenus dans l'eau. Alors il y a certaines approches, dont celle de Louis-Claude Vincent par exemple, qui était un hydrologue clermontois, pas très très loin de Châtel-Guyon d'ailleurs, qui a mis en place la bioélectronique de Louis-Claude Vincent, avec 3 paramètres principaux qui sont analysés au niveau de l'eau avec le bioélectronimètre: le pH, le RH2 et la résistivité. Donc le pH, c'est l'aspect acido-basique de l'eau, donc de 0 à 7 on est acide, à 7 on est neutre, et de 7 à 14 on est basique. On a le RH2 qui va nous mesurer ce qu'on appelle l'oxydoréduction, à savoir si une eau est réductrice ou oxydée. On va préférer plutôt des eaux réductrices. Et puis, d'après Louis-Claude Vincent, on va préférer plutôt des eaux relativement acides, mais faibles, donc entre 6, 8 et 7. La neutralité étant plutôt l'idéal même, on dirait. Et puis, en ce qui concerne le 3e paramètre de la bioélectronique, nous avons la résistivité. Et la résistivité, ce paramètre-là, il est en relation directe avec la quantité de minéraux contenus dans l'eau. Et donc là, Louis-Claude Vincent avait analysé à peu près 1 millier de personnes en France, entre la qualité de l'eau qu'ils buvaient et leur état de santé. Il s'était aperçu que plus les personnes consommaient des eaux faiblement minéralisées, plus leur état de santé avait tendance à être élevé. Et donc lui a estimé qu'un seuil intéressant, favorable pour l'eau et la quantité de minéraux contenus dans l'eau favorable à la santé, était de l'ordre de 100 mg par litre ou inférieur. Donc de là, on a découlé, selon les approches de Louis-Claude Vincent et d'autres approches qui vont dans le même sens, qui tendent à dire que les minéraux contenus dans l'eau ne sont pas assimilables par l'organisme. Ce sont des minéraux inorganiques, donc qui peuvent être uniquement assimilés par les végétaux, par les plantes. Il vaut mieux qu'il y ait peu de minéraux contenus dans l'eau. Voilà, alors on voit qu'il y a cette approche-là qui est existante, et puis on voit une autre approche aussi existante ici, puisque principalement ici, les personnes viennent boire des eaux qui sont très fortement minéralisées en cure.
Alors bien évidemment, hein, il faut quand même relativiser les choses. Les gens ici ne viennent pas boire des litres et des litres d'eau. Hein. C'est dosé, on en boit en petite quantité. Mais en fait, la nuance principale que nous avons, eh bien, c'est qu'il y a une différence en fait entre prendre l'eau à la source et les eaux en dehors des sources. En fait, c'est plutôt vers ça qu'il est intéressant de se tourner, et là-dessus qu'il est intéressant de se questionner pour comprendre en fait le fond de cette question. Est-il intéressant de consommer des eaux fortement minéralisées ou des eaux minéralisées ou non? Et dans quelle mesure? Eh bien en fait surtout la réponse à cette question-là, elle tient à la nuance entre est-ce que je vais prendre l'eau à la source, directement dans la source, à l'endroit où jaillit l'eau, hein, au griffon, comme on a pu le voir dans le hall des sources, là où en fait arrive l'eau, hein, comme là je suis ici, je suis directement là où jaillit la source. Hein. Est-ce que je bois l'eau à la source ou est-ce que je bois l'eau en dehors des sources? Et on peut voir en fait hein, que la transformation de l'eau est très rapide, hein, c'est quelques minutes hein, à quelques heures, d'ailleurs selon les propriétés de la source. Après ça fluctue évidemment en fonction des propriétés de la source. On peut voir d'ailleurs les nuances hein, de coloration de l'eau entre une eau qui va sortir limpide du griffon et quelques minutes plus tard une eau qui va avoir une coloration déjà qui est marquée, qui est affirmée, hein, qui est significative, qui a eu un changement d'état au niveau de l'eau entre quand elle est dans la source, quand elle jaillit de la source et quand elle est déjà au bout d'un certain temps en dehors de la source. Il y a des modifications en fait qui apparaissent au niveau de l'eau. Et c'est ces modifications-là aussi, quelque part, qui nous font dire qu'il y a bien un changement d'état. Il y a bien quelque chose qui se passe quand l'eau est à la source, qu'elle est prise directement à la source, et quand elle est prise en dehors de la source. D'ailleurs, gustativement parlant, même quand on boit ces eaux directement à la source ou un peu plus tard, eh bien, il y a une nuance. On sent dans la perception sensible que c'est pas le même goût, c'est pas aussi facile à boire quand on a passé déjà une dizaine de minutes. On sent comme ces minéraux qui sont beaucoup plus oxydés et qui ont comme un goût déjà beaucoup plus métallique qu'à la sortie de la source. Même si à la sortie de la source, ici en l'occurrence, sur des sources très minéralisées comme à Châteauguyon, on a déjà un goût quand même qui est très prononcé en termes de minéralité. Mais en fait donc l'essentiel de la question des minéraux contenus dans l'eau et de la quantité favorable à l'organisme ou défavorable, elle tient surtout en fait à l'état de ces minéraux. C'est-à-dire, est-ce que je les prends dans une eau qui sort de la source où j'ai des minéraux qui sont dits natifs, ou est-ce que je vais prendre les eaux et ces minéraux en dehors des sources, par exemple dans des bouteilles, hein, évidemment quand l'eau au bout de quelques heures à quelques jours, selon les propriétés de la source, eh bien ces propriétés essentielles des minéraux sont progressivement perdues et il va y avoir une transformation. Et c'est principalement à ce moment-là que la problématique va apparaître par rapport à la minéralité des eaux. Et c'est là où effectivement on peut rejoindre les approches de Louis-Claude Vincent qui nous disent eh bien, qu'il vaut mieux consommer des eaux qui soient plus faiblement minéralisées. Alors en fait, si nous comprenons bien cette thématique des minéraux contenus dans l'eau, avec cette compréhension juste que finalement il n'y a pas tellement de problème à boire des eaux même qui vont dépasser les 100, 200 ou 300 mg par litre à partir du moment où elles sont prises à la source, eh bien la question qui se pose en fait c'est dans quel état exactement sont ces minéraux au niveau des sources. Et c'est là où il faut bien comprendre une chose, c'est que ces sources-là, elles ont parcouru, les eaux qui arrivent et qui font que ces sources jaillissent au niveau de la nature, eh bien ces eaux ont pu parcourir des dizaines et des dizaines, voire des centaines, voire même des milliers de kilomètres sous terre. Elles s'imprègnent, elles s'infiltrent à travers les strates rocheuses avec aussi des dynamiques tourbillonnaires et c'est tout ça qui va faire qu'à l'endroit où va jaillir la source, eh bien ces minéraux sont dits natifs. On pourrait aussi parler de minéraux qui ont une forme plus énergétique ou plus dynamique, en tout cas une forme qui est différente à la source en dehors de la source. Et l'idée principale des minéraux contenus dans l'eau, en fait, elle tient plutôt à l'état de ces minéraux. Dans quel état se trouvent les minéraux? Dans les sources ou en dehors des sources? Et là, principalement, la question c'est dans quel état sont-ils à la source? Quel est cet état particulier des minéraux à la source, à la sortie des sources, qui peut les rendre facilement assimilables et bénéfiques par nos organismes? Alors,
évidemment, quand on parle de proportion, de quantité de minéraux contenus dans l'eau, hein, c'est toute proportion gardée, bien évidemment, puisque sur des sources comme celle de Châtel-Guyon, où on est à 7-8 000 mg par litre, évidemment qu'on ne va pas en boire 1 litre d'eau, parce que ce sont des eaux qui sont tellement actives que même si ces minéraux sont facilement assimilables par l'organisme, ça sera beaucoup trop puissant, c'est-à-dire en termes d'action sur l'organisme, en termes de nettoyage, de régénération, de ce que ça va, on va dire, activer au sein de l'organisme, ça sera beaucoup trop puissant. Donc toute proportion gardée, évidemment, on ne va pas non plus consommer des litres d'une eau qui est très fortement minéralisée. Mais en fait, on peut estimer que sur des eaux qui vont aller même jusqu'à 500 mg par litre, à partir du moment où on va boire ces eaux-là à la source et avec ces minéraux disponibles, ça va être facilement assimilable par l'organisme. Alors en fait, je vais faire un parallèle maintenant entre la quantité de minéraux contenus dans l'eau et l'eau du réseau. Parce que bon, il y a deux questions qui se posent, c'est au niveau des eaux embouteillées, hein, les minéraux contenus dans l'eau, et puis au niveau des eaux du réseau. Alors je vais juste parler quand même, finaliser sur les eaux embouteillées au départ. Les eaux embouteillées, que ce soit les eaux minérales ou les eaux de source, en fait il est possible de retrouver des sources qui vont, on peut trouver des sources qui vont à partir de 20-30 mg par litre, jusqu'à des eaux embouteillées qui vont jusqu'à 1000, 2000, 3000, 5000 mg par litre, hein, si on prend des eaux qui gustativement sont relativement fortes, comme Saint-Yor, Vichy-Célestin, Contrex, Épar, etc. On est toujours sur des eaux qui sont entre 1000 et 5000 mg par litre. Hein, on a même des eaux embouteillées encore, qui vont encore plus que ça. Voilà, mais dès qu'on a ce goût très prononcé, c'est toujours entre 1000 et 5000 mg par litre, donc on a quand même des eaux qui sont déjà très fortement minéralisées, mais on peut aussi trouver en bouteille des eaux faiblement minéralisées. En général, les eaux de source sont toujours plus faiblement minéralisées, elles vont osciller entre 50, 100, 200, 300 mg par litre, rarement plus. Donc on serait tenté de dire, bien sûr, la consommation d'eau en bouteille, éventuellement, il vaut mieux mettre la priorité sur des eaux qui soient plus faiblement minéralisées. Maintenant, avec la compréhension qu'il est possible aussi d'agir sur l'eau à travers ce qu'on appelle la dynamisation ou la vitalisation de l'eau, et donc si j'agis sur l'eau, eh bien, je peux aussi agir sur les minéraux qu'elle contient, eh bien, je peux estimer que je vais pouvoir consommer des eaux un peu plus fortement minéralisées à partir du moment où je les ai revitalisées. Et donc à partir du moment où ces minéraux-là, je vais les avoir rendus plus facilement assimilables par l'organisme. Alors maintenant je vais parler de l'eau du réseau, parce qu'on peut se questionner aussi du coup sur la teneur totale en minéraux contenus dans l'eau du réseau. Moi, sur les observations et les analyses que j'ai pu faire, j'ai pu observer que quand on est sur des eaux de réseau qui sont en provenance de sols plutôt granitiques, hein, donc en général assez faiblement minéralisés, on va avoir des teneurs qui vont être de l'ordre de 50, 60, 70, 80 mg par litre. Je vois par exemple moi à Montluçon, dans le bassin où je me trouve, on a des eaux qui sont aux alentours de 130, 150, 180 mg par litre à peu près, en teneur totale en minéraux. Et j'ai pu aussi observer sur des eaux relativement fortement calcaires, hein, en l'occurrence. Donc là on a une teneur aussi, notamment en calcium, pas que, aussi en magnésium, mais qui est quand même beaucoup plus élevée que la normale. Et bien là on atteint des seuils qui vont arriver à 300, 400, peut-être 500 mg par litre. Mais en fait on peut voir que sur le réseau, de toute façon il y a des normes pour qu'on ait des seuils toujours inférieurs à 1000 mg par litre en termes de quantité totale en minéraux. Et moi sur ce que j'ai pu observer, en fait finalement on dépasse rarement les 3 à 400 mg par litre au niveau de la teneur totale en minéraux dans l'eau du réseau. Et ça, en fait, cette observation-là, elle nous amène à nous questionner sur la nécessité de retirer ces minéraux contenus dans l'eau du réseau. Puisque, en l'occurrence, la seule possibilité de le faire, si nous souhaitons, c'est de passer par des outils de filtration de l'eau qu'on appelle les systèmes de filtration par osmose ou par osmose inverse. C'est-à-dire, ce sont des petites membranes très fines, et donc les molécules chimiques, hein, elles sont prévues, ces systèmes de filtration par osmose, au départ pour filtrer l'eau, pour enlever les molécules chimiques. Hein. C'est des systèmes qui ont été fabriqués par la NASA pour les astronomes qui partaient sur la Lune il y a une bonne quarantaine d'années, et qui avaient la nécessité d'emmener peu d'eau, donc il fallait qu'ils puissent retraiter leur liquide organique. Donc ils ont fait des systèmes très performants au niveau de la NASA, qui enlevaient toutes les molécules chimiques, mais aussi les minéraux contenus dans l'eau.
ces particules naturelles. Et donc la question qui se pose, c'est, eh bien, est-il réellement nécessaire de retirer toutes les particules contenues dans l'eau, y compris ces particules naturelles, ces minéraux, dans la mesure où si j'ai une action sur l'eau, dite une action de vitalisation, de dynamisation, qui va pouvoir restituer à l'eau ses dynamiques vitales et ses propriétés qui vont lui permettre de rendre facilement assimilables et transformables par l'organisme ces minéraux, est-il nécessaire de retirer tout ce qu'il y a dans l'eau, y compris les minéraux? Alors pour moi la réponse à cette question elle est oui, c'est intéressant de retirer les molécules chimiques évidemment, et néanmoins retirer les minéraux, la question véritablement se pose. Sur l'aspect technique, je parle un peu plus spécifiquement des systèmes d'osmose, mais c'est bien de le savoir. Pour 1 litre d'eau filtrée, donc qui peut être bu, il va falloir en moyenne 6 litres d'eau pour nettoyer les membranes. Et ça, c'est une eau qui est rejetée. Parce que ces membranes, comme elles filtrent très fin, eh bien, elles sont aussi vite saturées. Et donc, il faut aussi les nettoyer. Je parle de l'osmose, mais comme je pourrais parler aussi des systèmes de distillation de l'eau. C'est des systèmes qui sont un peu à la mode en ce moment aussi, où on va dire, on va distiller l'eau, voire on pourrait même la bidistiller, c'est-à-dire on la met dans un contenant qui la fait évaporer, et puis en fait, on la condense ensuite, et on va récupérer l'eau qui a été condensée. Et cette eau-là, évidemment, elle contient plus de minéraux, elle contient plus de molécules chimiques non plus, sauf celles qui sont éventuellement volatiles. Et là, on a une eau qui est très pure. Mais ça nous questionne aussi sur cette notion de pureté de l'eau. Qu'est-ce que je vais chercher, en fait, quand je vais chercher à extraire tout ce qu'il y a dans l'eau pour atteindre l'idée de pureté? Parce qu'il faut bien voir que l'eau est un des détergents les plus puissants qui existent à l'état pur sur notre planète. Donc, si je cherche à retirer tout ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'elle va chercher à faire? Naturellement, elle va chercher à nouveau à prendre, elle va chercher à capter. Pourquoi? Pour se rééquilibrer, tout simplement. Il faut bien voir une chose, c'est que ces minéraux contenus dans l'eau, ils ont un rôle. Si par exemple je remplis un aquarium avec de l'eau osmosée ou une eau sans minéraux, je peux vous dire que les poissons ils vont pas nager longtemps comme ça. Ils vont nager à l'envers et en bas. Et ils vont plus nager du tout d'ailleurs. Donc ça nous dit bien une chose aussi, c'est que ces minéraux contenus dans l'eau, qui sont présents naturellement dans les sources partout dans la nature, il n'y a aucune source qui contient 0 minéraux, ça n'existe pas, ils ont bien un rôle, ils ont bien une fonction. Alors la question qui se pose, c'est quelle est cette fonction? Et cette fonction, c'est de créer une cohérence au niveau de l'eau, de créer des échanges électriques et électromagnétiques, puisque ces fameux minéraux, ce sont des charges. On appelle ça aussi des ions, ce sont des charges électriques qui vont interagir les unes avec les autres, qui vont interagir avec l'eau et qui vont créer au niveau de l'eau un aspect particulier de cohérence qui a son utilité dans le vivant. Donc l'idée aussi de retirer tout ce qu'il y a dans l'eau, tous ces minéraux contenus dans l'eau, elle nous questionne sur quel type de cohérence je vais avoir ensuite au niveau de l'eau. Est-ce que c'est ce qui est intéressant pour le vivant? Ça, c'est évidemment une question à se poser. Voilà. Et on peut voir simplement par l'observation de la nature, qu'en effet, il n'y a pas de source sans minéraux. Et que si je retire tous les minéraux contenus dans l'eau, quand j'ai des eaux distillées, elles vont tout de suite chercher à capter, elles vont même capter dans l'atmosphère. Si je ne bouge pas la bouteille ou mon contenant dans lequel j'ai mis mon eau distillée, il va progressivement se recharger avec des minéraux contenus dans l'atmosphère. Tout simplement parce que l'eau est très déséquilibrée et dans ces cas-là, elle va chercher à capter. Donc, à la rigueur, utiliser une eau très fortement déminéralisée, donc osmosée ou distillée, dans l'optique de nettoyer l'organisme pendant un temps donné, un peu comme sur une cure, dans la mesure où j'ai aussi quand même redynamisé ces eaux-là pour leur ramener un minimum de cohérence, pourquoi pas? Maintenant, consommer des eaux comme ça sur le long terme, sur des très longues périodes tous les jours, moi je dis la question se pose, ça reste vraiment à voir. Et après évidemment, quand on parle de processus de dynamisation, de vitalisation de l'eau, pour rendre ces eaux plus favorables à la santé et à l'organisme, évidemment la question qui se pose, c'est quand je vais dynamiser une eau qui contient très peu de minéraux, ces particules naturelles qui sont là aussi pour apporter une forme de cohérence,
qu'est-ce qui va passer en termes de structure au niveau de l'eau? Comment cette structure va-t-elle être maintenue? Quelles interactions va-t-il y avoir avec le milieu extérieur qui vont venir perturber, dans quelle mesure la dynamisation, l'énergétisation de l'eau que j'ai fait? Tout ça, sont des questions qui se posent, hein, et qui évidemment progressivement deviennent de plus en plus claires au niveau des réponses, hein, qu'on peut avoir à ces questions-là quand on expérimente avec l'eau et avec les processus de dynamisation, de vitalisation de l'eau. Parce qu'on s'aperçoit que tout ça, ça repose évidemment sur la matière, en l'occurrence sur les 4 éléments, et que eh bien, s'il y a un des 4 éléments qui est beaucoup plus déséquilibré que les autres, en l'occurrence on pourrait dire les minéraux contenus dans l'eau, ils sont en relation avec l'élémentaire, évidemment, hein, plus directement, et bien d'une certaine manière, eh bien, si ce paramètre-là il a fluctué de manière importante, évidemment l'équilibre que je vais avoir quand je vais dynamiser, vitaliser l'eau, eh bien il sera d'un autre ordre. Et de quel ordre va-t-il être, hein? Ça c'est la question qui se pose. Hein, bon, voilà, c'est à approfondir, hein, évidemment. Voilà, donc là c'était cette intervention surtout sur l'aspect minéraux contenus dans l'eau, quantité de minéraux contenus dans l'eau, est-ce qu'il vaut mieux préférer consommer des eaux faiblement ou fortement minéralisées, hein? Et bien pour faire une synthèse, je dirais que à partir du moment où on a des eaux qui vont même jusqu'à 300-400 mg par litre de minéraux en teneur totale, alors si on regarde sur les bouteilles d'ailleurs vous pouvez voir, c'est indiqué, hein, derrière toutes les eaux embouteillées, résidus à sec à 180 degrés, et vous avez une quantité en milligrammes par litre, c'est ce qui reste en termes de minéraux, de matière sèche, une fois qu'on a enlevé toute l'humidité, hein. Donc on peut dire qu'on peut aller facilement, hein, jusqu'à 300-400 mg par litre, à partir du moment où il y a eu une revitalisation, une redynamisation de l'eau, et donc des minéraux qu'elle contient. Parce qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est que ces minéraux-là, ils sont contenus dans l'eau, hein. L'eau est l'élément porteur de ces minéraux-là. Donc si j'agis sur la dynamique, la cohérence de l'eau, ben évidemment que par voie de conséquence, je vais aussi agir sur la dynamique, la cohérence, l'état de ces minéraux contenus dans l'eau, hein, par interaction. Et donc je vais les rendre plus facilement assimilables par l'organisme. Donc la teneur totale en minéraux contenus dans l'eau, hein, ce qui va nous intéresser, plus évidemment c'est de rester dans certaines limites, mais surtout c'est comment est-ce que je peux faire pour restituer à l'eau ses dynamiques naturelles, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour la dynamiser, la vitaliser, la rendre suffisamment structurée et cohérente pour qu'elle puisse également me restituer à mon organisme tout son potentiel énergétique minéral pour qu'il fasse son travail, hein, de régénération, de complémentation au niveau de l'organisme. Merci de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo.